Salut, c'est le doc, c'est parti pour l'analyse, la critique analyse du chapitre 786 avec une semaine de retard parce que j'étais en vacances. Et normalement au départ j'avais prévu de faire une double critique analyse des deux chapitres, c'est-à-dire le 786 et le 787. Mais quand j'ai lu le chapitre 786, je me suis aperçu qu'il y avait tellement comme truc à l'intérieur, c'était tellement important que j'étais obligé de lui dédier une critique analyse spéciale. Donc c'est ce qui va être fait avec cette vidéo. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Tout simplement parce qu'on a deux éléments très importants. Premièrement, Burgess par rapport au vol des fruits des monts, ça c'est quelque chose de super important. Et maintenant, on connaît réellement l'impact négatif du Gear 4. Et il s'est aussi passé quelques petits trucs bien sympathiques comme j'ai l'habitude de dire. Donc c'est parti pour la critique analyse du chapitre de la semaine précédente, le chapitre 786. Alors on va commencer par Burgess. Burgess, deux infos importantes. Premièrement, il peut piquer les fruits démons, ça c'est ce que j'avais dit dans la critique analyse du chapitre précédent. Et en plus, il veut vraiment celui de Luffy, c'est-à-dire qu'il dit à un moment le Gomu Gomu no Mi et sera à moi. Donc ça montre vraiment l'intérêt de Burgess par rapport à ce fruit démon. Et là on peut vraiment se poser des questions pour savoir pourquoi il veut ce fruit démon spécialement. Depuis 2 ans, Jinbei avait dit sur l'arc des Fish Island que justement, depuis la mort de Barbe Blanche, Barbe Noire était venu dans le Nouveau Monde, avait pris pas mal de ses territoires et s'était mis aussi à traquer tous les possesseurs de fruits démons, et on se doutait bien qu'il les traquait, pas pour leur faire des bisous, pour leur piquer le fruit démon. Et on avait aussi appris il y a très très longtemps que Barbe Noire avait justement un livre où étaient référencés tous les fruits démons, et donc il a vraiment une très très grande, c'était une sorte d'encyclopédie, donc il avait une très grande connaissance des fruits démons, et on peut facilement imaginer qu'il doit y avoir des fruits démons bien bien plus puissants que celui de Luffy. Et pourtant, Burgess est intéressé spécialement par celui-ci, donc peut-être que Barbe Noire et sa clique ont des infos vraiment spécifiques par rapport à ce fruit démon, et ça apporte peut-être des idées par rapport à la future utilisation, par exemple, que Luffy pourrait en faire. Mais la chose vraiment importante par rapport à Burgess, c'est le fait que maintenant on sait qu'il peut piquer, qu'il peut voler carrément les fruits démons. Quand on le voit aller vers Luffy avec le couteau, d'ailleurs un couteau qui a à peu près la taille de Luffy, on voit qu'il n'hésite même pas, qu'il a déjà eu l'habitude de faire, que c'est vraiment le tracker de fruits démons. D'ailleurs on aura cette information dans le chapitre 787. Et ça amène maintenant la question de savoir comment il fait pour pouvoir prendre les fruits démons. Et moi là, ça m'a permis un petit peu, là pendant une semaine, ça m'a permis d'y penser, et j'ai quelques petites, j'ai une théorie là-dessus. Premièrement, on va revenir sur le début de l'arc Dressrosa, où à un moment il y a une personne qui nous explique comment fonctionne justement le fait de la réincarnation des fruits démons. C'est-à-dire que la personne qui a mangé un fruit démon a le pouvoir du fruit démon, et une fois qu'il décède, le fruit démon part de son corps, on ne sait pas encore sous quelle forme justement, et il va entre guillemets, se réincarner dans un arbre qui est situé à un certain endroit, et après ça permet justement de recueillir ce fruit démon, et après de pouvoir le remanger et de pouvoir réacquérir le pouvoir justement du fruit. Donc le fruit peut se transmettre de personne en personne par rapport à sa, entre guillemets, sa réincarnation, mais par contre on sait aussi que le fruit démon ne possède pas la personnalité, ne possède pas une partie de la personnalité de l'ancien possesseur. Ça c'est un truc qui est catégorique. De plus, avec l'information que le fruit démon peut être éveillé, moi je commence à penser que le fruit démon peut avoir une conscience. C'est-à-dire qu'une fois que le possesseur le mange, le fruit démon est comme une sorte d'entité à l'intérieur de lui, une entité peut-être latente, que le possesseur de fruits démons peut peut-être après communiquer avec, et
C'est une sorte, comment dire, c'est une sorte entre guillemets d'âme, de conscience, voire même d'essence. Et quand la personne meurt, cette essence qui est à l'intérieur de lui sort et va aller après se réincarner dans un fruit. Et je pense que le fruit doit toujours être en lien avec l'élément du fruit du monde qui était à la base. Par exemple, le Meraméranomi, je pense qu'il doit pouvoir se réincarner dans un arbre, par exemple, qui doit être près d'un endroit vraiment chaud où il y a une source de chaleur, ou par exemple le fruit des mondes de crocodile pourra après se réincarner dans un fruit par rapport à un arbre qui sera dans un milieu désertique. La chose aussi qui est très importante, c'est qu'on a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Teach a une sorte d'encyclopédie où il y a tous les fruits qui sont détaillés. Donc, un fruit démon, par exemple le Meraméranomi, aura toujours la même apparence, c'est-à-dire qu'il sera toujours rouge-orangé avec des sortes de motifs de fleurs, de motifs de flammes. Donc, l'essence du fruit démon, quand il vient se mettre en contact avec un fruit, il transforme ce fruit, comme on a pu le voir aussi sur l'arc Punk Hazard avec le smile. C'est-à-dire que le fruit va se transformer et acquérir une sorte de constance, une sorte d'apparence qui lui est propre. Et je pense que c'est au moment où l'essence du fruit, au moment où il sort du corps, qu'à partir de ce moment-là, Burgess doit avoir un moyen de pouvoir capturer l'essence du fruit avant qu'il ne parte. Alors maintenant, reste à savoir comment Burgess peut attirer l'essence du fruit qui est dans l'intérieur du corps, c'est-à-dire qu'il tue la personne, l'essence du fruit démon sort du corps, et c'est là où intervient le pouvoir du fruit démon de Teach. Teach a un fruit démon qui est celui de Ténèbres, et qui a comme pouvoir d'absorber les choses. Il peut attirer vers lui les utilisateurs de fruits démons, et aussi annihiler son pouvoir. Donc je pense que Teach a atteint un niveau avec son fruit, il est peut-être sûrement éveillé, et il peut donner une partie de son pouvoir à n'importe quel fruit basique. C'est-à-dire que, par exemple, il prend une pomme, il touche la pomme et il peut donner une partie de son pouvoir à la pomme. C'est-à-dire que la pomme peut devenir noire, et à partir de là, quand l'essence du mec qui est mort, qui possède un fruit démon, l'essence du fruit démon sort et il est attiré par la pomme qui a reçu une partie du pouvoir de Teach. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, là c'est peut-être un petit peu compliqué. C'est-à-dire que Teach, tout ce qu'il a à faire, c'est tuer la personne, présenter le fruit démon qui a été modifié par Teach, et le fruit démon va attirer l'essence du fruit démon du possesseur, et ainsi va obtenir le fruit démon en accord avec la personne qui est à côté. En un sens, pour faire simple, c'est-à-dire que si tout s'était déroulé comme Burgess l'avait prévu, c'est-à-dire qu'avec son couteau, il tue Luffy. Luffy, en mourant par sa plaie, il y a l'essence du fruit démon qui s'échappe. À partir de là, Burgess, par rapport à son sac, sort un fruit qui a le pouvoir, une partie du pouvoir de Teach, c'est-à-dire un fruit noir. Là, tu as l'essence du fruit qui va vers la pomme qui est noire, et la pomme, après, se transforme en fruit démon du Gomu Gomu no Mi de Luffy, le fruit du caoutchoutier. Donc pour moi, c'est à peu près comme ça que ça a l'air le plus plausible. Comme ça, Teach n'a pas de manipulation à faire autre que présenter un fruit qui a déjà été au préalable modifié par Teach. Donc maintenant on comprend mieux pourquoi Burgess a son sac à dos. Pour moi, dans son sac à dos qu'on voit, qui est justement avec des motifs de fruits démons, je pense qu'à l'intérieur il doit avoir plusieurs fruits modifiés, et il peut même avoir eu aussi les fruits démons des Ace, des As, putain j'en veux pour Ace, des As de la famille Doflamingo, voire même de Pika, par exemple de P.K, dont Trébol on ne sait pas ce qu'il est devenu parce que lui il a cramé et il est parti en poussière, mais Diamentes, il peut avoir aussi celui-là de Gladius par exemple. Donc là on peut vraiment imaginer Barbe Noire avoir vraiment une sorte de collection de fruits démons, et peut même maintenant décider quel fruit démon il va donner à ses lieutenants, et ça laisse peut-être prévoir une putain de bataille finale absolument gigantesque avec plein de possesseurs de fruits démons. Ça serait absolument badass, ça serait absolument génial. La deuxième chose qu'on apprend avec ce chapitre, c'est enfin le point négatif du Gear 4 de Luffy. C'est-à-dire que cette fois, on a un point négatif qui est lié à sa maîtrise du haki, à sa maîtrise du fruit, et non pas comme au Gear 4 où c'était un problème anatomique. Pour vraiment expliquer ça,
je reprendrai ce qui s'était passé dans l'arc Eni Lobby, quand pour la première fois Luffy envoie son Gear 4 normal, c'est-à-dire qu'il gonfle son bras, il envoie un coup monstrueux, et après ça il rétrécit. Ça c'était un problème anatomique, c'est-à-dire que c'était son corps qui avait du mal à subir la pression, et après il diminuait. Là ici on est plus sur un problème d'endurance, sur un problème de maîtrise du haki. Contrairement à Vergo, lui qui avait une maîtrise vraiment phénoménale de son full haki, parce qu'il l'avait déjà utilisé quand Law était gamin, il l'avait utilisé justement sur Corazon. Lui, ça fait plus de 10 ans qu'il la maîtrise, donc c'est sûrement pour ça qu'il pouvait l'utiliser aussi longtemps. Là, Luffy, il faut savoir, ça fait seulement que 2 ans qu'il maîtrise le haki, et là on voit qu'il peut l'utiliser pendant 5-7 minutes, mais après tout son haki s'en va et il ne peut plus utiliser de haki, ne serait-ce même que par rapport au haki des rois, le haki d'armement ou même le haki de l'observation, et en plus par rapport au fait qu'il doit maintenir en plus du full haki la forme du Gear 4. Il faut bien différencier justement le Gear 4 et le full haki. C'est une combinaison des deux qui donne la forme qu'on a de ballon noir, mais il y a vraiment deux choses qu'il doit maintenir. Ça lui prend énormément d'énergie. Par exemple, Vergo, lui, quand il combat, lui, il n'a pas de fruit démon, Vergo. Enfin, on imagine qu'il n'a pas de fruit démon. Peut-être qu'il a un fruit, mais qu'il n'avait pas encore utilisé. Donc, Vergo, lui, n'utilisait que son full haki, et il devait se concentrer que là-dessus. Luffy, lui, au contraire, devait se concentrer, se focaliser pour maintenir sa forme super gonflée. C'est ce qu'on voit à un moment quand il y a toute l'air qui s'échappe et qu'il y a une sorte de forme de fumée et aussi de grésillement. Et il avait aussi son full haki à maîtriser. Et je trouve quand même que pour quelqu'un qui n'avait que 2 ans d'expertise dans le haki, il avait quand même réussi à le maintenir assez longtemps et à faire pas mal de dégâts avec. D'ailleurs, on voit dans l'état où est Doflamingo, je vais en parler juste après, c'était un truc assez phénoménal. On peut même penser que quand il a découvert cette forme de Gear 4 et aussi le full haki, quand il était sur l'île, peut-être qu'il pouvait l'utiliser pendant 30 secondes, puis après pendant une demi-heure, il était incapable de faire le moindre mouvement. Ça, par contre, c'est une bonne chose, car ça montre qu'avec beaucoup de technicité et beaucoup d'entraînement, d'ici quelques arcs, le Gear 4 sera peut-être un truc que Luffy pourra utiliser plus facilement, et il aura enfin un niveau qui pourra rivaliser avec des personnages comme Doflamingo, voire même carrément des empereurs. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, Luffy n'est pas encore du niveau de Doflamingo, parce que Doflamingo, il faut bien se mettre dans la tête qu'il est seul contre tous depuis vraiment le début du combat. Alors justement, parlons-en de Doflamingo. Ce mec m'épate de plus en plus. À chaque fois que je lis un scan, putain, ce mec, il devient de plus en plus badass. Pour moi, c'est le méchant par excellence. Il arrive presque à un niveau de méchant que j'avais adulé il y a très longtemps, qui était par rapport à Final Fantasy VII, qui était Sephiroth. Là, Doflamingo, c'est un mec, il est dingue. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce mec, il est seul contre tous. Il s'est pris 2 coups dans la gueule, enfin j'irais plutôt dans le ventre, ça serait plutôt logique, qui normalement aurait dû foot out n'importe qui. En plus, il continue toujours à maintenir la birdcage. Ça, c'est un truc qui est vraiment dingue. D'ailleurs, là, on a vraiment la justification que ils doivent niquer Doflamingo pour pouvoir abattre cette putain de birdcage. On peut pas faire ça autrement. En plus, Zoro, il est parti au chapitre précédent seulement essayer de retenir. Il ne peut même pas détruire la birdcage. Donc, il faut vraiment niquer Doflamingo. Et là, Doflamingo, au début, on ne le voit pas. On voit la tête affaissée. On sait toujours qu'il est là parce que là, on sait toujours qu'il est conscient parce que la birdcage est présente. D'ailleurs, on le voit vraiment dans le visage de Luffy et de Law. Ils sont d'ailleurs l'un à côté de l'autre. Je trouve que justement, il y a un très beau parallèle par rapport à ça. Les deux, faut quand même remarquer ça. C'est-à-dire que les deux ont quand même un très haut niveau. Law, c'est quand même un corsaire. Donc normalement, il devrait être dans le même standard que Doflamingo. Et ils sont tous les deux out. Ils ont tous les deux donné leur attaque, entre guillemets, qui pourrait presque être ultime, qui était le Gamma Knife pour Law. Et pour Luffy, je ne me rappelle plus le nom d'attaque. Enfin bref, c'était un Gomuno avec un nom d'animal fois 1000, donc c'était quand même quelque chose qui était assez puissant. Et là, Doflamingo, il est toujours debout. Bon, certes, il tremble et il se tient le ventre, mais il est toujours là. Et Oda lui donne un putain de charisme. Là, quand on le voit descendre pour arriver jusqu'au sol, on a vraiment l'impression qu'il descend tout en lenteur, vraiment en prenant son temps. Le mec, il est même pas stressé, il parle même pas, il arrive tranquillou.
Ce mec-là, c'est presque un dieu. D'ailleurs, en animation, encore une fois, je dis en animation, si la Toei se sort les doigts de cul, putain, on va avoir un truc absolument monstrueux. Punk Hazard ou Marineford à côté, ça va être de la peanut, ça va être de la pisse de chat, ça va être n'importe quoi. Franchement, j'espère qu'ils vont nous faire un truc absolument excellent. Et j'espère surtout que, c'est sûr que Doflamingo, à la fin de l'arc Dressrosa, d'ailleurs, on arrive enfin à la fin de cet arc qui dure depuis plus de 2 ans, mais il faut pas que Doflamingo s'arrête. Je veux dire, c'est sûr qu'il va être KO ou quoi que ce soit, il va peut-être être, pris par l'amiral Fujitora, mais il ne faut pas que ça se termine. Un mec avec un tel background, avec un tel charisme, faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui intervienne à la fin, puis qui le chope et qui parte avec, parce que ce mec-là, faut absolument qu'on le revoie dans, je sais pas moi, dans 300 chapitres, faut absolument qu'il revienne avec vraiment l'envie de niquer Luffy et de tuer, de les broyer, quoi. Ça, c'est absolument un truc que je vois qui doit être fait. Donc, encore une fois, Doflamingo, c'était un personnage que je détestais au départ. D'ailleurs, c'était un mec avec du poil aux pattes. Je trouvais que le fait de lui avoir foutu des poils aux pattes, je trouvais que c'était une faute de goût vraiment phénoménale. À croire même que c'était un portugais et non pas un espagnol. Enfin bref, ça c'est un détail. Tout ça pour dire que Doflamingo, Riichiro Oda a réussi à me faire adorer, presque aduler ce personnage que je détestais avant. Et ça, je trouve que c'est absolument dingue. Alors justement, en parlant d'Ichiro Oda, décidément mes transitions sont vachement bien faites, on voit pas du tout que ça a été préparé. En parlant d'Ichiro Oda, encore une fois, j'ai été surpris agréablement par ce chapitre. C'est ça que j'adore dans One Piece, c'est que quand tu lis des chapitres, je dis pas que c'est à chaque chapitre qu'on est surpris, quoiqu'en ce moment, ça fait 3-4 chapitres, à chaque fois on a un truc qui nous prend, mais je sais que quand on va voir un arc, je sais qu'il y a des choses, qu'il va y avoir des rebondissements qui vont vraiment être sympas. Là, c'est le fait que moi, personnellement, tel que je voyais la chose, je voyais le combat durer encore un petit peu, puis Luffy donnait vraiment une sorte de coup ultime, plein d'énergie, plein presque de désespoir au moment où la birdcage serait presque réduite. Et là, Doflamingo tombe à terre complètement KO, puis c'est à ce moment-là où Luffy aurait totalement perdu son Gear 4 et aurait presque tombé dans les pommes. Sauf que là, non, Luffy tombe dans les pommes juste là, et quand j'ai vu ça justement à la fin de la page, je me suis dit putain, ça aurait pu faire un très bon cliffhanger, c'est-à-dire que le chapitre aurait pu s'arrêter ici, puis la suite la semaine prochaine. Et quand j'ai vu ça et que j'ai vu qu'il restait encore des pages, je me suis dit putain, qui peut intervenir? Premièrement, j'ai pensé à des mecs du Colisée, tout simplement, et je me suis dit tiens, ça serait vraiment sympa que Bartolomeo arrive. Je sais pas, moi je vois Doflamingo qui arrive sur Luffy, puis qui est prêt avec ses doigts ou avec carrément ses fils faire 2 grosses lames qui viennent pour trucider, pour carrément perforer, empaler Luffy. Et je voyais bien Bartolomeo se mettre juste devant, puis faire une barrière, puis voir justement les fils soit contrer la barrière, ou soit carrément perforer la barrière, puis perforer Bartolomeo qui se serait peut-être sacrifié pour sauver Luffy, tu vois, une très belle mort, parce que je veux une mort à ce putain de chapitre, à ce putain d'arc Dressrosa. Je trouve que ça donnerait vraiment une ampleur encore plus épique justement à Dressrosa. Donc la mort de Bartolomeo, malgré que ce soit un personnage que j'adore, aurait été pour moi très très beau au niveau scénaristique. Et encore une fois, Bartolomeo ne sera pas le prochain Nakama. Ça, faut vraiment se mettre dans la tête. D'ailleurs, si Bartolomeo devient le prochain Nakama, je ferai un truc vraiment incroyable en vidéo. Je sais pas encore quoi, mais je ferai un truc incroyable, ça vous pouvez en être sûr. Donc, voilà, ce que je voyais, c'était le sacrifice d'un mec du Colisée, ou un à un peu à la Saint Seiya, c'est-à-dire que chacun se prenne des attaques pour que Seiya ait le temps de reprendre de l'énergie. Mais je n'ai pas vu, enfin je n'ai jamais pensé que ce serait un mec comme Guts, le présentateur, qui arrive. Je vais faire un petit parallèle avec Dragon Ball Z par exemple. Imaginez la fin de Cell pour ceux qui connaissent. Imaginez la fin du tournoi de Cell, c'est-à-dire au moment où, désolé je vais spoiler pour ceux qui ne connaissent pas, au moment où Sangoku meurt. Et là, qui c'est qui arrive? Cell revient, puis là, il commence à trucider Trunk. Et là, on voit Sangohan qui est complètement désespéré. Et là, vous imaginez que le mec, le présentateur, là, avec la moustache, arrive et fait ouais, Sangohan, je vais te remonter le moral, viens avec moi. Et puis ils disent aux autres, bon bah les autres, Vegeta et compagnie, retenez un petit peu Cell pendant que Sangohan reprend un petit peu de Red Bull pour reprendre la patate, et puis après on y va. C'est ça qu'on a en ce moment. C'est-à-dire que c'est le présentateur qui tient le micro, qui est bedonnant et qui ressemble à rien, et qui vient ici en tant que personnage principal par rapport à un événement crucial. C'est-à-dire que Pepper, il arrive pour dire
À Luffy, oui, on va. Si tu arrives si on peut te retenir Doflamingo pendant 10 minutes, on va pouvoir le faire si tu nous assures que tu vas pouvoir niquer la race à Doflamingo. En gros, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que c'est le présentateur qui arrive et qui dit aux autres gladiateurs: bon, bah les gars, restez ici, sacrifiez-vous à la rigueur pour que moi et Luffy, on puisse un petit peu se ressaisir et revenir après l'attaque. Et je trouve que ça c'est vraiment dingue parce que ça on ne le voit pas venir et ça c'est absolument jouissif. Et le dernier aussi élément jouissif de ce chapitre, la dernière page, c'est l'arrivée de Sabo. Alors ça forcément c'était téléphoné, ça il n'y a aucun doute. Quand on voit Burgess qui arrive, Burgess c'était la menace parce qu'on voit que Koala était juste là. En plus quelques pages avant on voit Koala qui dit à Sabo: hey garçon, mène-toi le cul, je crois que ton frérot Luffy va avoir quelques petits problèmes. Et là on voit Sabo qui arrive en décochant un putain de coup de latte dans la gueule de Burgess. Ça aussi c'était vraiment jouissif parce que Burgess, lui aussi c'est un personnage que je trouve très antipathique et je pense pas qu'Oda va me le faire aimer. Encore une fois, si Oda arrive à me faire aimer Burgess plus tard, je lui tire mon chapeau puis je ferai encore quelque chose d'exceptionnel. Faut peut-être que j'arrête de dire des trucs comme ça parce qu'après je vais devoir faire des trucs exceptionnels un petit peu tout le temps. Enfin bref, tout ça pour dire que l'arrivée de Sabo, encore une fois, arrive au parfait moment et il a toujours une façon d'arriver très théâtrale et je trouve que ce perso, encore une fois, a pas mal de charisme et c'est peut-être plus que ce que je pensais, c'est peut-être plus qu'un Ace 2.0, voilà. Mais ça, on verra ça au prochain chapitre. Donc voilà ce que j'ai pensé de ce chapitre. J'ai voulu prendre ce katana pour faire un petit peu mon branleur pendant la vidéo, mais je suis en train de m'apercevoir que ça me fait plus chier que du reste. Donc je pense que pour la prochaine vidéo, je le remettrai au placard. Tout ça me fait penser d'ailleurs que je dois faire une petite review sur les katanas. Enfin bref, ça sera pour une autre vidéo. Voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette critique analyse du chapitre 786. Encore une fois, vous m'excusez un petit peu pour la vidéo car je suis encore pas mal crevé et j'ai voulu en faire deux vite fait. Donc là il faut que je fasse la prochaine pour le 787. Et bien justement on se donne rendez-vous pour deux prochaines aventures One Piece. Allez, salut!